Ma belle-mère a empoisonné mon tiramisu pour me voler mon entreprise pendant que j'étais inconsciente. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé 3 ans à me préparer exactement à cela. Je me suis réveillé, et j'ai envoyé 2 mots à mon avocate, exécute tout. La pièce sentait les pivoines et la trahison, dans cet ordre. J'ai d'abord remarqué les fleurs, un gros bouquet coûteux, rose pâle, posé dans un vase d'hôpital sur le rebord de la fenêtre, comme un accessoire dans une pièce de théâtre qu'on répétait depuis des mois. Puis, l'aiguille de la perfusion scotchée sur le dos de ma main gauche. Puis, le moniteur cardiaque, avec sa ligne verte suivant mon pouls avec la patience indifférente d'une machine qui ignore ce que les humains dans la pièce préparent. Puis, les voix. La porte était entr'ouverte, la lumière du couloir était encore allumée, d'un jaune blafard, institutionnel, typique d'un hôpital à 2 heures du matin. Et, à travers l'ouverture, je pouvais voir le bord d'une manche en cachemire, gris pâle, la couleur de Gretchen Prescott. Tu es sûr qu'elle l'a pris? Une voix basse, presque murmurée, la voix d'une femme qui a passé 30 ans à régenter des pièces et sait exactement quand baisser d'un ton. Puis, ma belle-sœur, Paige, avec ce petit rire étouffé qu'elle emploie quand elle veut avoir l'air détaché, mais qui produit toujours l'effet inverse. Détends-toi, maman, elle a mangé la moitié de l'assiette. Demain matin, tout sera à nous. Je suis resté totalement immobile. Une inspiration lente, une expiration lente. Les yeux mi-clos, exactement comme ils l'étaient lorsque les voix ont commencé. Ma main gauche a trouvé mon téléphone sous le bord de la couverture, là où je l'avais glissé en reprenant connaissance. Batterie à 34%. Une barre de réseau. J'ai tapé 11 mots à l'attention de mon avocate, Rachel, je suis réveillé. Ils sont dans le couloir. Exécute le plan. Maintenant. Envoyé à 2h07. Ça. Réponse est arrivée en 40 secondes, déjà en marche. Ne bouge pas. Ne leur laisse pas savoir que tu as entendu. J'ai remis le téléphone sous le bord de la couverture. J'ai refermé complètement les yeux. J'ai écouté le frottement de la manche en cachemire de Gretchen contre le cadre de la porte, et j'ai pensé au tiramisu. J'ai pensé aux 3 années qu'il m'avait fallu pour en arriver là. J'ai pensé au fait qu'elle venait de commettre l'erreur de calcul la plus coûteuse de sa vie, et j'ai attendu le matin. Laissez-moi vous expliquer comment on monte une entreprise à partir de rien, au cas où vous ne l'auriez jamais fait, on commence avec un ordinateur portable, un meuble de rangement, et une idée qui ne vous lâche plus. On passe 4 mois à lire le moindre texte réglementaire sur la santé publique publié par l'État de Caroline du Nord au cours de la dernière décennie. On obtient les licences, les assurances et les agréments nécessaires, selon une procédure qui prend 2 fois plus de temps que ce qu'on vous avait annoncé. On embauche son premier employé, un aide à domicile nommé Darnell, méticuleux, bienveillant, qui arrive avec 11 minutes d'avance chaque jour. Et on reste éveillé jusqu'à minuit pour traiter sa première fiche de paie sur un logiciel apprenant. Autodidacte grâce à des tutoriels YouTube. Puis, on répète l'opération 23 fois. Rowan O'Mels, mon nom, ma SARL, ma zone d'intervention couvrant 6. Comptez, mes contrats avec 4 réseaux hospitaliers et 2 services départementaux de la gériatrie. Je l'ai bâti en 4 ans, en commençant à 29 ans, tout en travaillant à temps partiel comme administratrice de santé pour payer les factures. Je connais chaque clause de chaque contrat. J'ai rédigé le guide de l'employé de A à Z. Je peux vous donner notre chiffre d'affaires du 3e trimestre à 4 cents $ près, sans même vérifier. Je l'ai bâti en totalité. Je m'appelle Vivian Reyes Prescott. J'ai 36 ans, je suis marié à Tyler Prescott depuis 3 ans, et sa mère, Gretchen Prescott, tente de me voler mon entreprise depuis le tout premier jour. Gretchen a 61 ans. C'est le genre de femme qui utilise le mot « famille » comme un joueur d'échecs.
Utilise une pièce, de manière stratégique, positionnée pour un effet maximal. Pousser vers l'avant quand c'est utile, et sacrifier sans le moindre état d'âme. Quand ça ne l'est plus. Elle dirige le Prescott Family Trust, que son défunt mari, Randall, a bâti grâce à l'immobilier commercial dans les années 90, et qui représente aujourd'hui un peu plus de 4 millions de dollars d'actifs sous gestion. Elle a des avis très tranchés sur les services de porcelaine, sur la place de chacun à la table familiale, et sur la structure financière idéale de la vie d'une femme une fois qu'elle a épousé un Prescott. Elle m'a dit, à 2 reprises, au cours de la première année de mon mariage, que la famille partageait tout. Elle m'a dit cela chaleureusement, autour d'un verre de vin, en me regardant. Avec l'expression d'une femme qui offre quelque chose de précieux. J'avais très bien compris ce qu'elle me proposait. J'ai dit non, les 2 fois. Très poliment, de la manière dont on refuse une offre qui vous détruirait si vous l'acceptiez. C'est à ce moment-là que le reste a commencé. La première chose, ce fut l'argent. En décembre de notre première année de mariage, j'ai consulté notre compte joint. Nous en avions gardé un pour les dépenses du foyer. Sur mon initiative. Un geste d'association que je comprends aujourd'hui comme la seule vulnérabilité structurelle qu'elle attendait. Y figurait un écart de 12 000 $. Tyler m'a dit qu'il s'agissait d'un virement qu'il avait oublié de mentionner, un prêt à son frère. Il allait le rembourser. La semaine suivante, j'ai retiré la majeure partie de mes économies personnelles de tout compte joint. J'ai dit à Tyler qu'il s'agissait d'une décision budgétaire. Je me suis dit à moi-même que c'était une simple précaution. 5 mois plus tard, 5 000 $. De nouveau disparu. Même compte. L'explication de Tyler fut plus hésitante. Cette fois. Plus floue. Des affaires de famille, je vais régler ça. Je n'ai rien dit. J'avais déjà tout réglé moi-même. Puis, un mardi soir, au dîner, Tyler m'a posé une question. L'air de rien, en fixant son assiette. Est-ce que ton compte d'entreprise est uniquement à ton nom? J'ai posé ma fourchette. Je l'ai regardé. Il n'a pas levé les yeux. C'est ta mère qui t'a demandé de me poser cette question, n'est-ce pas? Ai-je dit. Il n'a pas répondu. Ce qui était, bien sûr, une réponse en soi. Je suis allé me coucher à l'heure habituelle. Je suis resté allongé dans le noir, et j'ai pensé aux 17 000 $, à la question sur le compte professionnel, et à la manière dont Gretchen observait mon entreprise, comme ces gens qui regardent des objets qu'ils ont déjà décidé de s'approprier. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin. Rachel Keller exerce le droit des affaires et du patrimoine à Charlotte depuis 19 ans. Elle a 44 ans, elle est petite, précise, le genre de femme qui prend des notes d'une écriture très fine, très régulière, et qui ne manque jamais une échéance. Je travaillais avec elle depuis l'année de la création de Rowan, et j'avais en elle cette confiance qu'on accorde à quelqu'un qui vous a vu prendre des décisions sous pression, sans jamais vous faire sentir que cette pression était le problème. Je lui ai raconté ce qui se passait. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit, je veux que tu commences à tout documenter. Les dates, les montants, les mots exacts. Si quoi que ce soit sort d'une imprimante ou d'un ordinateur, je veux une photo. Ne confronte personne. Ne leur laisse pas savoir que tu les observes. Contente-toi de documenter. Et si la situation dégénère? Alors nous serons prêtes, a-t-elle répondu. Assurons-nous d'être prêtes avant que cela ne dégénère. C'était 8 mois avant le tiramisu. J'ai trouvé le document falsifié un mercredi de septembre. Tyler avait laissé son sac de travail dans le couloir, à moitié ouvert, comme à son habitude. Lorsqu'il est distrait. Je ne cherchais rien. Je voulais simplement le pousser. Pour dégager le passage vers la porte. Une liasse de papier a glissé sur le sol.
Je les ai ramassés. Une procuration médicale relative aux soins de santé. Mon nom figurait en haut, en lettres bâtons impeccables. 4 pages de jargon juridique et, au bas de la 4e page, sur la ligne réservée à la signature. Ma signature. Je suis resté longtemps debout dans le couloir, à tenir ces pages. Je connais ma propre signature. J'ai signé mon nom sur des contrats, des fiches de paie, des déclarations fiscales, des baux d'habitation, et 47 formulaires réglementaires différents au cours de ces 4 années passées à bâtir une entreprise de santé. Mon V majuscule a un trait particulier, une légère inclinaison vers la gauche au départ, et une barre transversale qui ne se referme pas tout à fait en haut, une habitude prise au lycée et jamais corrigée. Le V sur cette signature était presque parfait. Mais pas parfait. Mes mains ne tremblaient absolument pas lorsque j'ai photographié chaque page. Ensuite, j'ai remis le document exactement là où je l'avais trouvé, j'ai reglissé les papiers dans le sac, et j'ai calé le sac contre le mur. Puis, je suis resté assise dans ma voiture, dans l'allée, pendant 11 minutes, avant de rentrer préparer un café à Tyler. Ce soir-là, une fois qu'il s'est endormi, j'ai ouvert son ordinateur portable. Il s'était montré imprudent, l'ayant laissé sur le comptoir de la cuisine, session ouverte. Je ne cautionne pas le fait d'espionner l'ordinateur de son conjoint, mais je ne cautionne pas non plus le fait de laisser quelqu'un vous voler votre entreprise au nom des bonnes manières numériques. Il m'a fallu 30 secondes pour décider quel principe était le plus important. L'email se trouvait dans un onglet ouvert sur Gmail. Il provenait du compte personnel de Gretchen et était destiné à un nom qui m'était inconnu au son avocat, comme je le confirmerai plus tard, un certain Philippe Dainmort, spécialisé dans le droit des successions et des tutelles, dont le profil en ligne le décrivait comme hargneux dans la défense des intérêts de ses clients. Ce qui était une façon de présenter les choses. Je l'ai lu une fois. Puis, j'ai photographié l'écran. 4 étapes. Claires, numérotées, précises. Un plan élaboré au fil des mois par une femme qui ne fait jamais les choses à moitié. Étape 1. Présenter la fausse procuration lors de l'admission à l'hôpital. Étape 2. Déposer une demande de tutelle d'urgence par l'intermédiaire du greffier du juge Harwell, confirmé pour jeudi. Étape 3. Réorienter tous les comptes vers le Prescott Family Trust sous 48 heures. Étape 4. Prendre le contrôle opérationnel de Rowan Homels. Grâce à la clause de gestion intérimaire que j'avais moi-même rédigée, 2 ans plus tôt, dans les statuts de ma SARL. La clause anodine. Celle que j'avais ajoutée avant de savoir ce qu'il complotait, celle qui stipulait qu'en cas d'incapacité, Tyler assurerait la gérance par intérim. Ils avaient le greffier d'un juge. Ils avaient un avocat. Ils retournaient mes propres documents juridiques contre moi. Ils avaient une signature falsifiée. Un calendrier en 4 étapes. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de moi. Incapable d'agir. Hors d'état de nuire, sur un lit d'hôpital. J'ai refermé l'ordinateur. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai appelé Rachel Keller et je lui ai tout raconté. Son silence a duré exactement 4 secondes. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce que nous allons faire. Rachel a agi vite, et de manière irréprochable. Premièrement, la restructuration du trust. Tyler a été retiré de toute qualité de partie prenante. Rachel a été nommée administratrice d'urgence, avec le pouvoir explicite d'agir en mon nom si je devenais injoignable pour quelque raison que ce soit. Le plan de succession de l'entreprise a été réécrit pour confier l'autorité à mon directeur des opérations, et non à mon mari, en cas d'incapacité. Le tout a été exécuté en 72 heures. Deuxièmement, la procuration falsifiée. Rachel l'a contestée dans le système du greffe du comté en utilisant les photos que j'avais prises, la signalant officiellement comme document litigieux. Cela signifiait
Que si quelqu'un tentait de la présenter lors d'une admission à l'hôpital, le système lèverait une alerte. 6 semaines avant le dîner, avant même qu'il ne passe à l'action. Troisièmement, le système d'alerte automatique. Si je restais plus de 4 heures sans répondre aux SMS de suivi de Rachel, elle avait pour instruction permanente d'exécuter toutes les mesures de protection, automatiquement. Aucun appel de ma part n'était requis, aucune faille de sécurité n'était laissée. Quatrièmement, un bilan sanguin complet chez mon médecin. Chaque marqueur a été documenté, analysé, horodaté et classé auprès de Rachel comme bilan de santé préalable. Elle l'a joint à un modèle de plainte qu'elle avait pré-rédigé. Date en blanc. Détail en blanc, prêt à être déposé dès qu'il y aurait une matière officielle à le faire. Cinquièmement, mon amie Nora. Nora Vasquez est pharmacienne depuis 11 ans, dont les 7 dernières années en tant que directrice de la pharmacie clinique à l'hôpital Novant-Presbyterian, l'établissement le plus probable où l'on me transporterait si je m'effondrais lors d'un dîner chez les Prescott, dans le sud de Charlotte. Elle est méticuleuse, très qualifiée, et c'est l'une des rares personnes à qui j'avais raconté toute l'histoire. Je lui ai demandé de se tenir prête. Si j'étais admise à Novant-Presbyterian, sous quelque prétexte que ce soit, elle appellerait immédiatement le poste de soins pour exiger un bilan toxicologique complet en extrême urgence pour suspicion d'empoisonnement. Avant qu'aucun membre de la famille ne puisse donner d'autres consignes au personnel. « Vivian, tu vas vraiment à ce dîner ?» m'a-t-elle demandé. « Il faut qu'ils croient que leur plan a fonctionné », ai-je répondu. Un temps d'arrêt. « Tu es terrifiante », a-t-elle dit. Je garde mon téléphone allumé toute la nuit. Je me suis rendu au dîner de la famille Prescott un samedi soir d'octobre. Je portais une robe vert foncé. J'avais apporté une bouteille de Barolo que Gretchen apprécierait, mais n'ouvrirait probablement pas. J'ai embrassé Tyler sur la joue à l'entrée, j'ai fait un compliment sur la table. Le tiramisu de Gretchen a été servi au dessert avec une chaleur particulière, la chaleur d'une femme qui offre quelque chose qu'elle prépare depuis très longtemps. Je me suis souvenu que tu m'avais dit adorer ça, a-t-elle dit en me servant une part généreuse, il y a 2 ans, à la Maison du Lac. Elle avait gardé ce détail en réserve comme une arme. 2 ans. Voilà combien de temps elle s'était accrochée à une préférence anodine, en attendant le bon moment pour s'en servir. Je lui ai dit que cela avait l'air délicieux. J'ai pris une première bouchée, puis une deuxième. La troisième bouchée avait ce goût, sous le mascarpone, après l'expresso, une amertume sur le fond de la langue. Un goût chimique, légèrement médicamenteux. Le genre de détail qu'on ne remarque pas si l'on ne fait pas attention. Et cela faisait 8 mois que je faisais extrêmement attention. J'ai mangé la moitié de l'assiette. 20 minutes plus tard, la pièce s'est mise à tanguer. Mes paumes sont devenues froides. Ma vue s'est troublée en périphérie. Pas un évanouissement brutal, mais ce flou caractéristique, aux contours adoucis, provoqué par la montée d'une benzodiazépine. J'ai su ce que c'était avant même que le vertige ne m'envahisse complètement. Je l'ai reconnu comme on reconnaît un sujet qu'on a étudié de près. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Gretchen m'observait. Pas comme on observe une invitée, comme on observe une horloge. En mesurant le temps. Patiemment. L'expression d'une femme pour qui ce moment a déjà été vécu des dizaines de fois. En pensée, et qui ne fait plus que suivre le programme. Petite pause, si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, mon Spotify est en lien dans la description. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'ai verrouillé la porte. J'ai envoyé un SMS à Rachel, les symptômes commencent. Benzo, je pense. Nausée. Vue floue. Sois prête. Sa réponse? Nora a déjà appelé. Ils sont prêts. Ressors. Et laisse Tyler te conduire.
C'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à table. J'ai dit à Tyler que je ne me sentais pas bien. Son visage a exprimé une émotion complexe, l'inquiétude et la culpabilité se disputant le terrain. Il a suggéré de m'emmener à l'hôpital. Gretchen était déjà debout, proposant son manteau. Il voulait m'emmener à l'hôpital, c'était l'étape 1 de leur plan. Je les ai laissés faire, parce que c'était aussi l'étape 1 du mien. La chambre VIP était la touche personnelle de Gretchen. Elle l'avait spécifiquement demandé lors de mon admission, en payant le supplément elle-même. Ce que j'ai appris plus tard, ce qui en dit long sur le niveau de préméditation et sur sa certitude. On ne prend pas une chambre supérieure pour sa victime à moins d'être extrêmement sûr du résultat. J'ai repris connaissance à 1h52. La perfusion dans la main gauche, le moniteur en marche. La pièce sentait les pivoines qu'elle avait apportées. Ce qui signifiait qu'elle était venue, avait déposé les fleurs, puis était retournée dans le couloir. Cela signifiait qu'elle m'avait regardé dormir et avait jugé que j'étais suffisamment inconsciente pour parler librement, juste devant ma porte. Une erreur de calcul. La dernière qu'elle commettrait. Je suis resté immobile, à respirer lentement, écoutant le moindre mot venant du couloir jusqu'à ce que les voix s'éloignent. Puis, j'ai glissé ma main sous le bord de la couverture pour attraper mon téléphone. Batterie à 34%. Exécute le plan. Maintenant. Rachel Keller est arrivée à 7h45. Blazer gris, porte-document noir. Un visage impassible qui pouvait tout dire, mais qui, selon mon expérience, signifiait généralement qu'elle avait déjà gagné et qu'elle déroulait simplement la procédure. Elle a posé son dossier sur la chaise près de la fenêtre, juste à côté des pivoines de Gretchen. Elle n'a pas accordé un regard aux fleurs. A8. H03, les résultats toxicologiques demandés d'urgence par Nora sont arrivés. Composé de benzodiazépine, non prescrit, concentration compatible avec une ingestion orale survenue 8 à 12 heures plus tôt. Nora avait annoté le dossier et transmis une copie au médecin traitant de garde. Le docteur Sandra Osei a 8 ans de pratique aux urgences, l'air de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses et n'a pas l'habitude d'être surprise. Mais qu'il était. Ce matin-là, quelque peu. Le docteur Osei est entré dans ma chambre à 8h08. Elle a regardé mon dossier. Elle m'a regardé, Madame Reyes-Prescott, pouvez-vous me dire ce que vous avez mangé hier soir? Je lui ai parlé du tiramisu. Je lui ai parlé de l'amertume. La 3e bouchée. Elle a pris des notes. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui allait se laisser manipuler par une famille installée dans la salle d'attente. À 8h10, Gretchen est arrivée. Elle s'était habillée avec soin, chemisier repassé, bijoux de valeur, cette apparence irréprochable propre à quelqu'un qui veut projeter l'image d'un membre de la famille inquiet auprès du personnel hospitalier. Elle tenait les pivoines à un 2e bouquet, apparemment, et affichait sa mine la plus rodée, une autorité douce, légèrement offensée. Elle a poussé la porte, a fait 2 pas dans la chambre, et s'est arrêtée net. Elle n'avait jamais vu la femme au blazer gris auparavant. Rachel n'a pas tendu la main. Elle a indiqué le canapé le long du mur, de ce geste précis de quelqu'un qui réorganise la géographie d'une pièce qu'elle a déjà conquise. Madame Prescott, asseyez-vous, je vous prie. Les pivoines sont descendues d'un pouce. Rachel a ouvert son porte-document. Elle l'a fait sans théâtralité, sans préambule, comme on ouvre un dossier quand on veut que les pièces parlent d'elles-mêmes et qu'on leur fait une confiance totale. Premier dossier, la procuration falsifiée, accompagnée de la contestation enregistrée auprès du greffe du comté, et de la date de son dépôt. C'était il y a 6 semaines, bien avant cette admission à l'hôpital, bien avant qu'on ne puisse prétendre que j'avais réagi au dîner. Le trait du « V » était agrandi et annoté par un expert en écriture judiciaire mandaté par Rachel. Faux.
Manifestement faux. Deuxième dossier, l'email concernant la demande de tutelle. Le nom de Gretchen figurait dans la case de l'expéditeur, celui de Philippe Dunmore dans celle du destinataire. 4 étapes numérotées. Imprimées sur le papier en tête de Rachel, avec l'horodatage de la nuit où je l'avais photographié. Troisième dossier, la plainte de la police. Déposée à 6h38 ce matin-là par Rachel en mon nom aux suspicions d'empoisonnement, agression par administration d'une substance nuisible, s'appuyant sur les résultats toxicologiques désormais confirmés dans mon dossier médical. Quatrième dossier, l'ordonnance de protection d'urgence, accordée à 7h52 par un juge de permanence, interdisant à tout membre de la famille Prescott de prendre des décisions médicales ou financières en mon nom, d'accéder à tout compte associé à Rowan O'Mells et d'approcher à moins de 30 mètres de mes locaux professionnels. Gretchen était devenue parfaitement immobile sur le canapé. Tyler se tenait dans l'encadrement de la porte. Il avait suivi sa mère et s'était arrêté derrière elle, fixant les dossiers comme on regarde une preuve qui confirme une vérité qu'on s'efforçait de nier. Paige est arrivée 1 minute après eux. Elle regardait son téléphone, puis Rachel, puis sa mère, effectuant un calcul mental que je pouvais voir se dérouler en temps réel. « Maman » a dit Paige. Sa voix avait perdu toute assurance, son mascara commençait déjà à couler. Elle a des analyses de sang datant d'avant. Maman, elle a des analyses. Gretchen ne l'a même pas regardé. Elle m'a fixé. Puis, elle a fait cette chose que je l'avais vue faire pendant 3 ans, cette attitude qu'elle adoptait à chaque dîner et à chaque réunion de famille dès qu'une situation se retournait contre elle. Elle s'est redressée. Le dos droit, le menton levé, forte de 30 ans passés à diriger le nom des Prescott comme une entreprise, a forcé l'Assemblée à se réorganiser autour de son assurance. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-elle dit d'une voix parfaitement maîtresse d'elle-même, après t'avoir accueilli, après t'avoir donné le nom de Prescott. Elle m'a regardé depuis l'autre côté de la chambre, a fixé la perfusion dans mon bras, le moniteur traçant mon rythme cardiaque en ligne verte, et elle a prononcé cette phrase comme un verdict. Je lui ai rendu son regard, dans une famille, on ne s'empoisonne pas. Gretchen. La pièce est tombée dans un silence absolu. Elle a ouvert la bouche. Mais aucun son n'en est sorti. L'inspectrice Laura Mendez, 14 ans de service au sein de la police de Charlotte-Mecklenburg, est arrivée à 9h15. Elle était accompagnée d'un second policier et affichait déjà l'air de quelqu'un qui a étudié un dossier à fond et l'a trouvé parfaitement clair. Elle s'est adressée à Gretchen dans le couloir. Je pouvais tout entendre à travers cette même porte entr'ouverte. Le ton de la conversation était bien différent de celui que j'avais entendu à 2h du matin. Gretchen Prescott a été arrêtée le lendemain après-midi. Crime de classe C. Agression par administration d'une substance nuisible. Jusqu'à 98 mois de prison. Son avocat, Philippe Dunmore, s'est dessaisi du dossier dans la semaine. Ce qui en dit long sur ce qu'il pensait de l'affaire. Un nouvel avocat pénaliste a déposé sa constitution de partie 2 jours plus tard. Tyler est venu me voir le lendemain matin de l'arrestation. Il s'est assis sur la chaise près de la fenêtre, celle que Rachel avait libérée, et a fixé ses mains pendant un long moment. Il m'a juré qu'il n'était pas au courant pour le tiramisu. Je veux bien croire que c'est presque vrai. Il a avoué qu'il connaissait le projet de mise sous tutelle, mais qu'il s'était convaincu qu'il s'agissait simplement de l'anxiété de sa mère, que cela n'irait nulle part. Qu'elle faisait, du Gretchen. Ce n'est pas une défense, Tyler, ai-je répondu. C'est un constat. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. Le divorce a été demandé un mardi. Rachel s'en est chargée, comme de tout le reste, avec efficacité et précision. Tyler n'a pas contesté les clauses relatives à l'entreprise. J'ai conservé Rowan O'Mells, ce que j'avais toujours prévu de faire, ce qui a toujours été à moi,
et dont personne n'a jamais réussi à me soustraire un seul dollar. 8 mois plus tard, je suis assise dans mon bureau chez Rowan, celui qui porte mon nom sur la porte, sur les statuts de la SARL, et sur chaque contrat rangé dans le classeur à côté de mon bureau. Darnell, mon premier employé toujours aussi méticuleux, arrivé avec 11 minutes d'avance, a frappé à ma porte ce matin pour m'annoncer que nous venions de signer notre 5e contrat avec un réseau hospitalier, ce qui étend notre zone de couverture à 9 comtés. Je l'ai remercié, d'un ton dont la sincérité remontait bien plus loin que ce simple matin. La procédure pénale suit son cours. L'audience préliminaire de Gretchen est prévue pour le mois prochain. On m'a prévenu que je devrais témoigner, ce que je ferai sans la moindre difficulté. Nora et moi avons pris l'habitude de dîner ensemble le premier jeudi de chaque mois. Et je n'ai plus jamais commandé de tiramisu. Rachel Keller m'envoie un SMS de suivi tous les lundis matins. Je lui réponds dans les 4 secondes. Il y a une chose à laquelle j'ai souvent pensé au cours des mois qui ont suivi. Pas vraiment avec de la colère, ni vraiment avec de la satisfaction, mais avec ce calme très particulier d'une chose qui a enfin trouvé sa vraie forme. Gretchen a passé 3 ans à calculer comment me dépouiller. Elle m'a étudié. Elle a mémorisé des détails, elle a établi un calendrier. Elle avait un juge, un avocat, un document falsifié et un plan en 4 étapes. Elle s'est souvenue que j'aimais le tiramisu. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que moi aussi, j'avais passé 3 ans à surveiller ses moindres faits et gestes. Elle avait dit que demain matin, tout serait à eux. Elle avait raison pour le matin. Elle ne savait simplement pas que j'étais resté éveillé tout ce